Maria Bienvenue à Grazia. tous, je m'appelle Maria Grazia Arnaudo, je suis médecin, spécialiste en neurophysiopathologie. Je travaille à Rome dans un centre pour personnes handicapées, des personnes qui sont handicap d'autisme par exemple. L'argument de ma contribution théorique à ce workshop est les inégalités et la santé. Je vais essayer de répondre à ces questions. Il y a un rapport entre inégalité et santé. J'essaierai de répondre en posant ces questions. Est-ce qu'il y a un rapport entre inégalité et santé? Et tout d'abord, de quoi dépend la santé d'une personne? Est-ce qu'elle dépend d'une communauté? Est-ce qu'elle dépend d'une population? Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être considérés comme déterminants pour la santé d'un individu. Ce graphique le représente. La génétique, par exemple, qui est une prédisposition génétique, une prédisposition personnelle aux maladies, qui aura un impact de 20%. Parmi les facteurs de prédisposition biologique non modifiables, il y a aussi également l'âge, le genre et la provenance ethnique. Comportement et style de vie. Comme disait un diabétologue anglais du siècle précédent, Elliot Jocelyn, les gènes chargent le canon. Les styles de vie prennent appui sur la gâchette. Parmi les comportements qui appuient sur la gâchette, il y a la fumée, l'alcool, les dépendances, les addictions, les mauvaises alimentations, le stress, la sédentarité. Des données récentes ont fait comprendre que le sport est absolument essentiel pour cela. Seulement 9% des personnes en Italie font du sport. Seulement 9% des personnes, avec un handicap font du sport et 37% du reste de la population fait réellement du sport. Il y a donc un réel gap de pratique d'activité sportive sur les handicapés et les personnes normales. L'environnement physique, de vie et de travail. Tout d'abord, la disponibilité à l'eau potable, les aliments, mais aussi la qualité de l'air, l'exposition au bruit et autres risques naturels peuvent être des réels facteurs endommageants. Dans la région de l'Afrique, par exemple, sans avoir accès à l'eau potable, ça peut être un réel danger. Les données sont dramatiques. Il y a 5 millions d'enfants qui ont moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition aiguë. L'accès aux médicaments de qualité. L'exemple actuel, c'est par exemple le coronavirus. On voit bien que les répartitions médicamenteuses et l'accès aux médicaments n'est pas le même partout. Au 22 octobre, en Europe, seulement 75% de la population avait été vaccinée. Non, jusqu'à 75% de la population a été vaccinée en Europe, alors qu'en Inde, seulement 21,5%, au Bangladesh, 12% et en Afrique, à peine 3%. En général, malheureusement, 2 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès aux médicaments essentiels. Il y a un réel gap, donc. Par exemple, en 2017, ce problème a causé la mort de plus de 3 millions d'enfants. Ce problème n'impacte pas seulement les pays pauvres. Ce genre de disparité aux accès aux services sanitaires sont également présents dans le monde du travail de tous les jours. Un jeune homme autiste qui va du coup accéder par exemple aux urgences d'un hôpital et qui aura des problèmes à l'abdomen par exemple, et qui aura des problèmes de gestion de douleur, recevra moins de cures, moins de soins par rapport à une personne qui n'est pas autiste. Donc une personne autiste va recevoir moins facilement les soins. Les conditions socio-économiques. Un bas salaire, une mauvaise habitation, mauvaise éducation, pas de travail, la famille, tous ces facteurs de solitude, tous ces facteurs peuvent avoir des impacts. Dans ce graphique, on peut voir que ça peut avoir une incidence de 20% sur la santé d'un individu. Mais si on regarde bien, à part la génétique, tous les autres déterminants sont souvent très étroitement reliés aux conditions socio-économiques de l'individu. Celui qui est pauvre va souvent vivre dans des maisons, dans des lieux indécents. Il n'aura pas les services hygiéniques adéquats. Il n'aura pas accès à de la nourriture de qualité et une alimentation variée. Il ne pourra pas non plus forcément faire du sport et il va être plus probable qu'il va fumer de l'alcool ou fumer des cigarettes. Selon les données, dans le 2030, il y aura plus de 8 millions de morts qui seront liées à l'alcool et au tabac.
et le 80% de ces morts ont lieu dans les pays sous-développés. La pauvreté aujourd'hui est la première cause de mort dans le monde et peut être considérée le facteur le plus important qui va déterminer les mauvaises conditions de santé des individus. Plus le salaire et l'éducation d'une personne sont bas, et de son pays également, plus bas vont être ses conditions de vie et plus bas va son espérance de vie. Les conditions de santé et également sa participation à la vie sociale vont également être impactées. Également, ça crée un cercle vicieux. Beaucoup de personnes qui sont initialement pauvres vont se réduire encore plus en pauvreté pour devoir accéder à ces soins. Il est ainsi démontré que l'exclusion sociale a également un impact sur la santé des personnes et on tombe mal plus facilement si on est exclu socialement. Le Covid-19 a eu un impact socio-économique sur tous les pays, même les pays très développés, de manière par contre très différente selon les classes sociales, ce qui aggrave d'autant plus la disparité, le gap entre les classes sociales. On est tous dans le même bateau, mais comme dans la tragédie du Titanic, c'est bien différent de rester sur la planche ou dans une cabine ou sur un bateau de sauvetage. Les passagers en première classe et en dernière classe n'auront pas le même traitement lorsque le bateau coule. Certains seront sauvés, d'autres laissés derrière. Les données générales d'attente, les données générales d'espérance de vie et les conditions de santé au niveau mondial sont souvent des données qui varient beaucoup et qui révèlent également beaucoup d'inégalités. À Saint-Louis, par exemple, aux États-Unis, l'espérance de vie est de 79 ans. Mais un enfant dans un quartier bien portant, à majorité blanche, peut s'attendre à vivre jusqu'à 91 ans. C'est-à-dire 35 ans en plus. Une personne née, au final, pas si loin de ça, seulement à quelques quartiers de chez lui, dans une famille, par exemple, afro-américaine, avec un salaire beaucoup plus bas. L'espérance de vie va donc s'arrêter à 56 ans. Pour ces personnes, du coup, au lieu de 91 s'ils avaient été dans un milieu riche. Un article scientifique de 2019 avec différents auteurs, dont un professeur anglais, un rwandais, un chinois, un jamaïcain, un kenyatta et un brésilien, souligne qu'il est essentiel de mesurer les inégalités dans le monde qui gouvernent nos actions concrètes, qui vont gouverner du coup les actions sur leur comportement. Le titre est significatif. Mettre l'égalité de la santé au cœur de la couverture sanitaire universelle. C'est très frappant qu'ils ne disent pas mettre l'égalité sanitaire non pas au centre, mais ils disent bien au cœur. Le cœur, c'est le moteur de notre organisme, indispensable pour la circulation du sang, nécessaire pour faire circuler l'oxygène prélevé par les poumons vers les cellules, vers toutes les cellules et tous les tissus du corps, pour alimenter notre corps. Me viennent alors à l'esprit les différentes actions qui ont surgi dans le monde grâce au mouvement des focolari, dans des contextes des plus variés. Partant justement de ce principe d'attention aux autres, aux plus pauvres, aux exclus. Par exemple à Bucas Palad dans les Philippines, où beaucoup d'écoles et de cliniques ont été ouvertes. C'est seulement en identifiant le plus possible les priorités des actions à travers les lunettes de l'équité, les lunettes de l'égalité, c'est-à-dire en partant du principe des groupes sociaux désavantagés et de prendre en compte leurs désavantages. C'est seulement comme ça qu'on pourra créer des communautés résilientes et des environnements favorables à tous, indépendamment des classes sociales. On va s'arrêter ici, maintenant on va passer la parole à Federica, merci beaucoup pour cette aide. Federica va donc se charger du workshop Sport et Inclusion. Bonjour à tous, c'est un réel plaisir d'être ici avec vous. Je suis Federica. Avec moi on va donc parler de sport. Moi je suis pédagogue, spécialité dans les marginalités. Je suis également joueuse et entraîneuse de rugby. Je suis une Gen 2 et bientôt une responsable des relations du sport dans le mouvement.
Il n'y a pas si longtemps, là à l'instant, on vient de voir que le pourcentage des personnes qui se présentent avec des problèmes de handicap et qui ont accès à l'activité sportive sont plus basses que les personnes normales. Donc les personnes souffrant de handicap pratiquent moins facilement du sport que les personnes normales. Il manque donc deux aspects qui sont au final essentiels dans leur vie pour le développement de la personne, c'est-à-dire le maintien de la santé à travers le sport et la socialisation engendrée également par le sport, qui manque du coup à ces personnes, qui est rendu plus difficile d'accès à ces personnes handicapées. Nous allons donc voir comment l'inclusion sociale et le développement du bien-être pour les personnes handicapées peuvent trouver leur place dans le contexte sportif. Il progetto Mixar è una collaborazione che è stata creata tra la Federazione Italiana Rugby e AIMAS. Alors le projet Mixar a été créé pour proposer du rugby mixé. C'est du rugby au final qui est très normal dans les règles, du rugby où tout le monde a un rôle. Il n'y a pas de règles d'adaptation particulières. Notre objectif, c'est d'ouvrir la participation au sport pour toutes les personnes qui ont des handicaps ou qui possèdent des barrières quelconques à la pratique du sport dans des clubs normaux. Le rugby, par définition, c'est un sport très inclusif et nous, on veut véhiculer ça encore plus. Cette collaboration s'étend de plus en plus et on veut inclure de plus en plus de partenaires. Par exemple, l'université de Salamanca ou encore une université espagnole veulent s'inclure dans... Ah, ça bug un peu. C'est bon. Veulent s'inclure dans ce sport et nous aider, nous accompagner sur ce chemin. Je pense que c'est une très bonne idée, je pense que ça ajoute toute une nouvelle dimension au sport et ça ramène beaucoup de personnes de la communauté dans ton club de rugby. C'est vraiment un plaisir de pouvoir être ouvert à tout le monde dans la communauté. Certains d'eux n'avaient jamais joué au rugby auparavant et avaient des réels handicaps qui les empêchaient d'accéder à des clubs. On a joué un match la semaine dernière et on avait 45 joueurs sur le terrain. Alors 45 joueurs qui voulaient jouer et ils ont tous tour à tour ont pu jouer. Ce projet, clairement, favorise et s'aligne avec les objectifs de l'Union européenne, donc c'est-à-dire le bien-être et l'inclusion des personnes souffrant de handicap. Personnes qui, au final, ces personnes-là ne pratiquaient pas de sport. Et maintenant, ce club de sport leur permet en fait de se créer du coup au final un réseau social, de faire des connaissances au-delà du simple sport. Et ça transforme leur vie. Ah, on n'entend pas ce que dit Federica. Ah, c'est bon. Petit problème d'audio. Alors j'ai décidé de vous montrer le rugby. Peut-être il y a peut-être une déformation professionnelle dans le sens où moi je joue et j'entraîne au rugby. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Mixar, c'est donc un endroit où il y a des joueurs qui s'entraînent et qui continuent désormais à s'entraîner depuis plusieurs années. Et maintenant, c'est une communauté qui va permettre d'intégrer les personnes souffrant de handicap. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de baskin. Le baskin, c'est un sport qui est né en Italie, dans la ville de Cremona, qui est comme le basketball, mais avec une dizaine de règles en plus. Ces règles vont être ces règles justement qui vont permettre aux personnes qui ont différentes capacités de jouer ensemble.
Cela va permettre à des joueurs qui ont des handicaps de jouer ensemble et du coup, ils vont pouvoir jouer avec des personnes qui n'ont pas de handicap. Donc ça va pouvoir mixer l'équipe dans ce même sport. Cet aspect de compétition va donc pouvoir être maintenu et il va pouvoir y avoir des compétitions entre personnes handicapées ou personnes non handicapées et pouvoir entrer en compétition, ce qui est au final l'esprit du sport et tout le monde pourra jouer sur un terrain équitable. Il y a beaucoup d'exemples de comment le sport peut être un lieu d'inclusivité et où des personnes avec différentes capacités peuvent montrer leurs compétences. Le défi, c'est réellement de mettre en avant des activités compétitives et adaptables aux différentes capacités des personnes qui permettent d'accueillir tout le monde. Le sport, c'est réellement l'endroit où l'aspect de la relation et de l'insertion dans les dynamiques sociales est favorisé. Donc, il n'y a rien de mieux que le sport pour aider les personnes à s'intégrer dans des groupes sociaux. Et donc, de contraster le plus possible l'exclusion et la discrimination, et au contraire, l'employer pour tous les bénéfices que ça comporte, que ce soit social ou physique. Il y a différents exemples de comment le sport a eu du succès pour les personnes en handicap. Un exemple, c'est le mouvement international des Special Olympics, qui est né à Chicago et qui a lieu depuis les années 60. Il est de plus en plus diffusé et de plus en plus populaire. C'est différent du mouvement paralympique, parce que les personnes qui participent à ces activités ont surtout des handicaps de type intellectuel. C'est une réalité qui est née, justement, pour favoriser l'inclusion sociale à travers le sport. Et puis, on peut également utiliser comme autre exemple, justement, les Paralympiques. Il est né au début comme une réhabilitation, on va dire, pour les blessés de guerre, grâce au médecin Ludwig Guttmann. Il s'est rendu compte d'à quel point ces patients, grâce à la pratique sportive, amélioraient leur état de santé en fait grâce au sport, que ce soit d'un point de vue psychologique ou physiologique. Ce mouvement après s'est répandu pendant les années et à travers les Jeux de Rome de 1960, ils se sont passés au même endroit que les Jeux olympiques normaux. Et du coup, c'est tout ça dans un chemin de sensibilisation des personnes en condition de handicap. Les Paralympiques sont ainsi devenus non seulement un bénéfice pour les athlètes qui y participent, mais également un moyen pour forger cette opinion publique et faire connaître au public un monde qui leur est souvent étranger et faire disparaître les préjudices. On y présente donc des athlètes de grande valeur, que ce soit des valeurs sportives ou tout simplement dans leur personnalité. Ça aide les personnes, les spectateurs à comprendre mieux ce monde et se familiariser avec ces athlètes et donc peut-être même se mobiliser et eux-mêmes participer dans la vie de tous les jours pour être plus inclusifs dans leur relation avec les personnes potentiellement handicapées. À quoi ça sert de parler de tout ça? À nous, d'abord, ça nous sert comme point de départ parce que présenter toutes ces bonnes pratiques, c'est important comme source d'inspiration. Après, pour pouvoir organiser quelque chose au niveau local, sur son propre territoire, aller à l'encontre des exigences que cela présente. Par exemple, je ne sais pas, si vous avez des groupes de jeunes, des familles, des amis qui reconnaissent la valeur ajoutée que présente le sport, on peut peut-être penser à des activités sportives et voir les activités déjà présentes sur le territoire. Par exemple, si on veut organiser un tournoi de foot, pourquoi ne pas faire en sorte qu'il soit accessible aux différentes capacités des différents individus? Pourquoi ne pas profiter de ce tournoi de sport pour proposer aux personnes handicapées, que ce soit un handicap physique ou mental, d'intégrer ce tournoi de foot et donc d'avoir des joueurs de différentes capacités? Il faut partir avec cette idée qu'on veut remettre les inégalités à zéro. Le travail d'équipe, c'est absolument fondamental pour ça. Tous les sports, que ce soit les sports individuels ou les sports d'équipe, ils nous apprennent qu'il faut partir sur une base d'égalité pour qu'il y ait de la compétition. Voilà, moi je vais vous laisser ici. Je vais laisser la parole à Renzo, qui va nous parler peut-être plus sur le thème de l'accessibilité et de l'inclusion.
Bonjour, je m'appelle Renzo Hendrik. Je suis d'une petite ville du nord de l'Italie. Je suis marié avec Lucie. On a désormais 4 enfants qui sont grands, qui sont également dans... Je suis un volontaire du mouvement des Focolari. Je suis ingénieur de profession. Ça fait depuis 40 ans que je m'occupe de technologies qui assistent les personnes, de technologies d'instruments qui aident les personnes en handicap. Que ce soit des prothèses, des fauteuils roulants, même des outils informatiques, des adaptations du domicile des personnes. Tout ce qui, en bref, est utile pour augmenter et améliorer l'autonomie et la qualité de vie des personnes en condition de handicap. Je suis donc souvent rentré en contact avec des inégalités qui excluent les personnes en situation de handicap de la communauté, du tourisme, du sport ou même de la vie sociale. C'est très important de préciser que c'est pas seulement les limites de la personne qui sont la cause de ces marginalisations et ces exclusions. Le limite, en réalité, c'est une expérience qui constitue. La réelle limite, en fait, c'est... Oui, d'accord, la limite, en fait, c'est ce que... Limite, c'est notre vécu, notre appréhension de la chose, plus que le handicap de la personne. C'est plus la situation qui va représenter un obstacle à l'inclusion dans le milieu que le, le problème physique de la personne. Un exemple, si mes jambes ne fonctionnent pas et que j'utilise un fauteuil roulant, je suis parfaitement capable de me déplacer. Jusqu'à ce que je trouve un escalier, par exemple, ou tout autre obstacle qui n'est pas adapté au déplacement en fauteuil roulant. Si je suis sourd, par exemple, avec un bon appareil, je pourrais très bien entendre ce qui se passe autour de moi. Jusqu'à ce que je trouve un endroit avec trop d'écho ou trop de réverbération du son. Là, même mon appareil d'aide audio ne va pas pouvoir me permettre d'entendre. Donc c'est plus les barrières qui vont transformer les limites, qui vont transformer l'handicap en un problème. C'est donc le contexte qui transforme l'handicap en un problème plus que l'handicap lui-même. Ça, c'est exactement la définition. Si vous regardez comment sont définies les personnes handicapées de la Convention ONU sur la Convention de l'ONU sur sur l'handicap des personnes, ceux qui présentent des handicaps mentaux, physiques ou intellectuels, en interaction avec différentes barrières, peuvent les empêcher leur pleine participation à la participation à la société et aux activités avec les autres. D'abord, il y a la personne dans toutes ses dimensions. Donc l'handicap naît réellement quand il interagit avec les barrières mises en place par la société. Donc le réel malade à soigner, c'est la société. Et la maladie s'appelle la barrière. Et le remède a un nom, c'est l'accessibilité. Health Reset nous incite à aller vers un monde accessible. Un monde où personne, indépendamment de sa propre condition physique ou cognitive, n'est plus à rencontrer des problèmes, des barrières architecturales ou sociales qui vont limiter ses relations et ses interactions avec le monde et qui vont empiéter sur sa pleine réalisation en tant que citoyen. C'est un rêve qui ne peut plus rester dans l'utopie avec les avancées technologiques que nous avons dans le monde moderne. Cet objectif a réellement été une priorité pour beaucoup de personnes dans le monde, mais il y a encore beaucoup à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour ça, nous, citoyens lambda? Quel instrument avons-nous à disposition? Je me limite à suggérer 4 simples attitudes. D'abord, reformuler les problèmes. En deuxième, ouvrir les yeux sur ces barrières. Troisième,
travailler avec la personne et non pour la personne en handicap. Quatrième, auto-formation et sensibilisation au problème. D'abord, reformulation du problème. Je vais faire un exemple. Dommage que Giovanni ne puisse pas venir à la rencontre que nous avons organisée. Parce qu'il est au deuxième étage, parce que la rencontre est au deuxième étage sans ascenseur, et ce serait trop risqué de le porter dans les bras, dans nos bras, dans les escaliers. Ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans cette situation et de me dire tant pis pour lui, en me fixant sur son problème. Je suis resté bloqué sur le problème de son handicap qui l'empêche de monter les escaliers. Si on revient sur la source du problème, on peut reformuler la chose et se rendre compte que le problème vient peut-être de nous et pas de lui, et qu'on pourrait tout simplement chercher une solution, chercher par exemple un autre lieu plus accessible en fauteuil roulant, peut-être lui préparer un instrument qui lui permette de monter les escaliers en toute sécurité. Deuxième suggestion, ouvrir les yeux sur les barrières. Est-ce que quelqu'un de vous Certains d'entre vous sont sûrement déjà familiers avec le monde de l'handicap, que ce soit personnel ou des connaissances de la famille. Certains peut-être de vous n'ont jamais eu réellement l'occasion de rencontrer des personnes en situation de handicap. Mais cela n'empêche pas que chacun puisse ouvrir les yeux sur la communauté, sur la ville, sur son territoire, sur la commune où il vit. Essayer de remarquer tout ce qui pourrait potentiellement poser problème avec des personnes qui ont des difficultés de déplacement, de vue, d'ouïe ou de compréhension. Ou tout simplement les personnes âgées. Prenons un instant de réflexion personnelle et essayons de penser au moins à un endroit qu'on a vu qui pourrait poser problème. Maintenant, voyons le troisième point. Travailler avec et non pas pour. Souvent, on fait cette erreur de penser qu'on va parler à la place des personnes en situation de handicap, sans forcément avoir vécu de nous-mêmes une situation de handicap. Par exemple, que pouvons-nous faire pour les personnes handicapées? Et après, on est content, on se complimente, on se tape sur l'épaule, on dit ah trop bien, j'ai aidé les personnes handicapées, alors qu'en fait on se rend compte qu'on était plus là pour sa propre gratification et plus que pour les personnes réellement qui avaient besoin. On faisait ça plus peut-être pour faire quelque chose que pour aider vraiment la personne. C'est souvent critiqué d'ailleurs par les personnes en handicap.